Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, tu constates que je suis donc en ville. J'étais censé rentrer mercredi. Et puis en fait, je me suis dit qu'il était très important que je vois comment réagit le terrain juste, j'allais dire à chaud, mais plutôt à frais, après un orage. Pour voir en fait comment ça ravine, comment l'eau coule, comment ça réagit à mes installations. Parce qu'en fait, la technique qui consiste à mettre des pierres dans la pente, je l'ai testée sur une ravine qui est à la frontière sud de mon terrain. Donc je la montrerai demain. Demain on est lundi. Puisque mon but c'est d'arriver avant l'orage pour me mettre à l'abri dans la bergerie. Là, je vais affronter mes peurs, c'est-à-dire passer un orage dans un des environnements les plus creepy que je puisse imaginer. Après, j'ai beaucoup d'imagination, donc d'une certaine manière, c'est un peu pas ma faute, mais c'est une manière aussi de peut-être... je dis ça, mais ça se trouve, je vais me trouver un abri plus simple. Voilà, donc je vais pas faire le mec courageux ou quoi que ce soit. Je vais toujours choisir la solution la plus fluide, finalement, qui demande le moins d'efforts. Donc si je trouve une meilleure solution, alors je sauterai sur l'occasion sans hésiter. En attendant, ce que je vais observer, c'est juste après, pour pas me prendre un petit éclair mal placé, tu vois, mais juste explorer les 400-500 mètres de longueur du terrain, ces pentes tout en longueur, et voir comment elles réagissent, quel volume d'eau passe en haut, en bas. Est-ce que y a des endroits qui sont plus ou moins hydratés, d'autres pas du tout parce que c'est les arêtes et que ça retient pas l'eau ou la pierre. Enfin, bref, il y a plein de choses à observer et je pense que comme cet hiver, il va falloir que je me entre guillemets, que je me force à y aller, que je me force à rester ici et que j'observe comment la neige réagit, si tu veux. Comment Non, qu'est-ce que je raconte? Je me suis perdu. Ah oui, non, comment ça réagit avec la neige, c'est ça que je voulais dire. Parce que, apparemment, cet hiver, de plusieurs sources, il y avait quand même une sacrée quantité de neige. Et il faut pas oublier que la neige, c'est un stockage d'eau. C'est un stockage d'eau qui peut servir à rafraîchir pendant la sécheresse et à réhumidifier. Je sais pas comment, je sais pas, c'est pas aussi simple, bien sûr il y a des étapes intermédiaires parce que la neige va fondre bien avant la sécheresse, mais il y a peut-être moyen sur des parties un peu exposées nord de conserver pendant jusqu'à mars, avril, peut-être de la neige, et puis progressivement elle va emporter, comme elle est pas très forte, peut-être qu'elle va plutôt emporter l'argile qui va se déposer ensuite dans des bassins ou dans les bras que j'aurai créés. En posant des pierres, une ou plusieurs pierres au fond d'un ravin pour stocker l'humidité, pour stocker du coup cette argile qui va glisser, qui va non pas imperméabiliser, mais si tu veux, qui va conserver bien mieux l'humidité que simplement ces strates de pierre, ces chips marneuses. Voilà. Donc voilà ce que je vais faire demain, parce qu'en fait là la ville, je me dis la ville, Grenoble, je me dis que j'ai en fait pas énormément de choses à y faire. J'ai un truc à faire ce soir, et plutôt de type course quoi. Et j'en ai profité pour ramener mon linge, et puis je pense que je vais pas m'attarder spécialement dans la mesure où, si tu veux, l'environnement m'attire pas. C'est pas la saison, il y a trop de gens dehors, il y a trop de chaleur, il y a trop de mouvement, il y a trop de bruit. Je pense que peut-être dans les saisons intermédiaires ça peut être sympa ou pas. On verra si finalement, peut-être que dans ces prochaines semaines, je vais plus avoir envie de rentrer en ville et je vais libérer l'appartement et je vais finalement me libérer des charges mentales. Qui sait ce qui peut se passer dans ce temps-là. Bref, dans cette vidéo par contre, moi j'ai envie de partager des notes, toujours localisées, mais du coup comme je suis localisé et contextualisé,
Eh bien, je vais te parler d'un... Enfin, je vais te donner des facts, des fun facts, non, des faits intéressants sur l'environnement de Grenoble, juste pour te... voilà, cette partie un peu design dont je t'ai parlé hier, qui consiste des fois à analyser à grande échelle l'environnement dans lequel tu te trouves. Peut-être même qu'ensuite je te ferai le comparatif avec des données que j'ai trouvées sur le Buèche, la région dans laquelle je suis, sur la géologie, sur les forêts. Voilà, j'ai trouvé un document je sais pas si c'est l'ONF ou un truc comme ça, mais voilà, je t'en parlerai aussi. Pour l'instant, j'ai effectivement des faits assez rigolos sur Grenoble, sur son environnement. Je te donnerai la source juste après avoir fini l'enregistrement, parce que je l'ai pas. Par contre, j'ai des sources sur le premier fait qui va bouleverser ton impression de comment le climat est réparti, etc. Puisqu'en fait, le climat, apparemment grenoblois, est mi-continental, ce qui fait sens dans la mesure où c'est pas sur le bord de la mer, mi-océanique. Et là, je suis quasiment certain, puisque j'ai écrit, c'est la première citation, ça m'a tellement trouvé que... Et pourtant, tout le monde en doute à chaque fois que je le dis. Ça serait pas plutôt mi-méditerranéen, parce que y a la Méditerranée qui souffle, les vents ils viennent du sud. Oui, ça c'est vrai, ça s'appelle le Fohn. Enfin, apparemment, il y en a un de ces vents qui s'appelle le Fohn, qui est un vent tiède qui vient du sud et qui annonce la pluie. Voilà. Mais non, mais je suis bien quasiment certain que c'est mi-océanique. Donc la prochaine fois que la météo matchera l'ouverture de la bibliothèque, quand je reviendrai à Grenoble, eh bien j'en profiterai pour peut-être photographier les pages qui m'intéressent et ensuite prouver à tous ceux qui ont douté de moi que c'était vrai. Voilà. Autre fait. Influence méridionale sensible. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Les massifs montagneux accentuent les amplitudes thermiques, annuelles et quotidiennes. Donc ça veut dire que les hivers sont plus froids et les étés sont plus chauds. Et tout le monde, tous ceux qui ont vécu au moins un an à Grenoble le savent. Moyenne, 6 degrés, 16 degrés. Ça c'est l'année, à l'année. Je sais plus ce que j'ai marqué. Max, moins 20, moins 39. Ah oui, voilà, c'est ça. 6,2. Je sais pas ce que c'est. Ah non, moins 20, 39 degrés. Plus 39. Non, pas moins 39. Pluie, 1000 mm par an en 144 jours. Ce qui est beaucoup, hein. Ça fait 1 mètre cube. Et pourtant, il y a quand même des sécheresses. En fait, le problème des sécheresses, c'est juste un mauvais stockage de l'eau qui arrive en pic, notamment au printemps, avec des crues. Je sais pas si j'ai les fun facts aussi sur la rivière et sur la quantité d'eau que ça charrie, bref, depuis les montagnes. Donc, soleil, 2000, attends, je sais pas si c'est 2000 ou 4100 heures par an. Là, il y a un 2 et un 4 qui sont superposés. Soit 47% des jours ensoleillés, quelque chose comme ça. Ce qui est en fait énorme. Vraiment, c'est beaucoup, hein. C'est un très bon climat. Surtout qu'il y a un microclimat. T'as vu, je fais la transition. Hein. Il y a un microclimat sur les pentes de la Chartreuse qui sont exposées sud et qui, du coup, font passer un hiver assez doux, proche d'un climat plus provençal, quoi. À l'inverse, à la jonction, ce qu'on appelle la cluse de l'Isère, apparemment c'est la jonction de plusieurs rivières en amont, apparemment là il y a de la neige assez souvent. Il y a des crues de l'Isère et même peut-être du Drac qui, en fait, comme la plupart des grandes villes qui sont construites à l'intérieur je sais pas, peut-être à la frontière des montagnes ou même dans les plaines, la plupart des villes sont construites sur les rivières, voire sur la convergence de 2 ou plus de rivières, puisque pendant longtemps ça a été un axe important qui pourrait peut-être le redevenir, tu vois, si on se penchait un peu sur la question. Ça par exemple, ça nécessiterait de faire un peu un travail de bibliographie, tu vois, comme là j'ai fait sur l'environnement de Grenoble. Peut-être qu'il faudrait s'intéresser à l'économie fluviale, à l'écologie incluant l'humain dedans, sur les rivières, voilà, c'est comme ça. Donc il y a des crues, une bicentenaire
qui apparemment peut pas être endigué complètement et qui va forcément résulter en des inondations. Parce que construire une grosse digue, en fait, finalement, ça coûte très très cher et à entretenir, c'est terrible. Et ensuite, il faut draguer l'intérieur comment dire, il y a des gravets qui se déposent en quantité phénoménale avec la puissance des flots dans le cours de l'eau. Et du coup, il faut enlever ça, sinon le niveau de la rivière, il augmente avec le temps. Et ça demande aussi beaucoup de sommes. Voilà. Donc à la place, la technique qui est en train d'être développée, c'est de dédier des champs, pas dédier des champs, mais dédier des espaces plutôt en amont pour que les inondations soient retenues ici. Ce qui peut être une très bonne chose, puisque en se vidant progressivement pendant l'été, et ben sans doute on évite d'une part une sécheresse, mais potentiellement avec l'évaporation qui est générée par cette humidité rémanente, non je sais pas si c'est le bon terme mais peu importe, eh bien on a de la fraîcheur. Parce qu'en fait il y a un truc important à comprendre. Pourquoi il fait chaud à Grenoble l'été? Il fait chaud à Grenoble l'été parce que il n'y a pas assez de surface d'évaporation. Et c'est encore pire à Lyon en fait. À Lyon, il y a quasiment pas dans le cœur de la ville de surface d'évaporation ou d'évapotranspiration sur les plantes. En fait, c'est tellement bétonné, c'est tellement goudronné que d'une part, en fait, ça accumule la chaleur pendant la journée et ça la restitue pendant la nuit, ce qui fait que les nuits sont juste 5-6 degrés moins chaudes que les 40 degrés que tu as eu dans la journée. J'abuse à peine. Et donc, parce qu'il n'y a pas d'humidité, et en fait, tu sais pourquoi tu transpires pour... parce que l'action en fait d'évaporation, je crois qu'elle transfère des calories ou un truc comme ça, ce qui fait que ça te rafraîchit. C'est le même principe que le frigo du désert que j'ai vu dans un journal qu'on m'a prêté et que j'ai oublié de rendre. Shame on me. Ah bah attends, là je suis trop lancé, je te le montre. Donc voilà, c'est ça le frigo du désert. Donc c'est les fameux double pots dans lesquels tu mets du sable dans le plus gros seau et ensuite tu mets enfin bref. Et du coup apparemment si tu arroses 2 fois par jour ça te fait comme un frigo. Donc moi comme j'ai une rivière à proximité, j'avais déjà mis des choses dans une cagette au-dessus de l'eau, c'était l'endroit un peu le plus frais. Mais le problème c'est que quand il y a des orages c'est emporté. Par exemple une fois j'ai mis un Tupperware. À cause de moi, il y a un Tupperware qui doit être bloqué quelque part depuis 1 an dans la nature, ou peut-être que j'ai tué des tortues marines. Putain. Voilà, très intéressant ce journal. Moi, je vais faire face à mes démons après, hein, je vais pas t'imposer ça. Il s'appelle L'âge de fer, numéro 132, été 2018. Et là, vraiment, si ça, c'est pas un signe, je te promets, c'est pas un signe. J'étais attiré par la couverture. Terre crue. La fin du tout béton. Il y a un chemin qui passe en face du renfoncement où il y a mes bottes de paille. C'est là où peut-être je pourrais mettre un dôme. Ça serait mieux si je pouvais prendre la route, le chemin en fait qui est en face de moi. Apparemment le chemin communal c'est celui qui passe par le haut et pas par le bas, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. En plus, ce chemin, comme il est un peu en bout de pente, il a accumulé à certains endroits une grosse quantité d'argile. Ce qui fait que comme j'ai la paille qui est juste à proximité, j'ai juste à attendre à chaque fois qu'il pleut, je me fais une session, juste après je me fais une session terre paille, enfin terre crue, terre... attends, je retrouve le terme précis. Je me fais une session à chaque fois qu'il pleut, ça laisse le temps de sécher pendant le mois qui sépare chaque orage. Et puis ensuite je construis un petit abri de moins de 16 mètres carrés avec une serre, etc. Et moi ce que je vais faire, je crois que ça s'appelle la bauge, ici. Ça consiste à
prendre de la terre qui est molle et l'entasser sur des murs qui font 40 voire 60 cm pour repasser l'hiver. Ce qui est pas déconnant finalement, puisque la terre elle est juste à côté. Si je mixe, oui, ils disent de mixer aussi avec des fibres, donc la paille elle est au pareil juste à côté. Si j'ai besoin, bah, je reprendrai de la paille, donc cette fois je m'acquitterai. J'ai relancé 3 fois ce généreux agriculteur, j'ai envie de dire, qui m'a livré 6 énormes bottes de paille de 200 kg, je crois, ou un truc comme ça, et qui m'a pas demandé rémunération, donc merci à lui. C'est un coup de pouce fortement que je tente de rentabiliser maintenant avec ferveur. Voilà. Bon, je vais continuer sur l'environnement de Grenoble, parce que j'ai expliqué maintenant pourquoi Grenoble est chaud l'été. C'est uniquement parce qu'il n'y a pas d'eau qui s'évapore. Et de l'eau qui s'évapore, ça ne veut pas forcément dire des moustiques, des trucs chiants comme ça. Ça veut dire plein de plantes, ça veut dire... au contraire, les moustiques, c'est quand il y a de l'eau qui stagne, c'est de l'eau qui s'infiltre pas dans une surface poreuse. C'est pour ça qu'on est obligé de construire des égouts, tu vois. Pour pas que, en fait, t'aies de la terre sur tes chaussures quand tu rentres. Voilà. C'est pour ça aussi que t'as pas de fruits en ville, c'est pour pas que tu glisses ou pas que t'aies des mauvaises odeurs. Voilà. Et aussi parce que t'as un peu des gaz d'échappement de partout, je sais pas à quel point c'est... plus des dépôts, pollution des sols et des trucs comme ça, bref. Ce qui est envisagé, alors je sais pas si c'est moi qui ai eu cette idée ou si c'était écrit, là je peux pas te dire du tout, donc je fais de l'ID dropping. J'ai pensé à ce terme que j'ai décidé de taguer aujourd'hui avec toi, c'est l'ID dropping. L'ID dropping, c'est pour te dire que là je fais juste émettre une idée, que je suis pas allé fact-checker. Je suis pas allé chercher les faits scientifiques ou d'actualité dans un journal sérieux, etc. C'est juste une théorie, une idée, une hypothèse que peut-être un jour je validerai ou que par empirisme j'enrichirai, tu vois. Donc là, je sais pas, je fais de l'ID dropping, je sais pas si ça vient de moi, je sais pas si ça vient du livre dont je te parle. Donc, il est advisé, il est conseillé de réduire l'intensité des interventions. Pelouse rase, coupé trop court. Assez pauvre en biodiversité, voire carrément, parce qu'une fois que c'est coupé, et que même la tonte n'est pas laissée dessus, le sol se dessèche instantanément, et ça tue toute vie à la surface. Alors que tu peux laisser pousser ça pendant tout l'été. Je suis allé à une formation à Grenoble sur les plantes messicoles. Les plantes qui poussent dans les céréales. C'est intéressant que je te parle de cette expérience. L'idée c'était vraiment les plantes, c'était apparemment pas du tout les céréales. Bon, je vais t'expliquer ce qui me perturbe là-dedans déjà. C'est que finalement ce qui importe c'est la nourriture avant tout. Je veux dire, ventre affamé n'a pas d'œil pour regarder les plantes. Il va les manger, enfin je sais pas, ça serait ça d'abord. Et je suis allé à cette formation, j'ai demandé à 2 personnes, à référentes, des gens qui étaient dans le projet, qui l'ont fait sérieusement, tu vois. Des espaces verts, je veux dire, de la mairie ou des intervenants, genre, en fait, genre, bref. Et aucun des deux n'a pu me dire vraiment combien de quantité de céréales a été produite dans l'expérience. Parce qu'il y a eu des céréales qui ont poussé avec les plantes messicoles. Parce que c'est ça le truc drôle, c'est qu'on a fait des plantes messicoles avec des céréales. C'est comme si tu faisais une bolognaise avec des pâtes. Tu vois, c'est une sauce tomate avec plein de viande ou du tofu, je sais pas moi, des flageolets ou n'importe quoi, tu vois. Et que tu mettais quelques pâtes, tu vois, c'est l'assaisonnement. T'assaisonnes avec des pâtes. Bon. C'est comme les biscuits que tu manges dans la grande distribution. C'est du sucre à la farine. Voilà. Et oui, regarde derrière les ingrédients. Sucre, plus de 50%. Enfin, genre t'hallucines, tu manges 50% de sucre. Mais c'est... Ouais. Un bon pain complet. Ah ça par contre. Ouais. Au feu de bois.
ou réchauffer au feu de bois, décongeler au feu de bois, comme effectué hier. Donc je suis allé à cette formation musicole et j'étais surpris que en fait on n'observe pas la nourriture, on n'observe pas les besoins primaux, et en fait ça traduit la mentalité des gens en ville. C'est-à-dire que c'est vraiment les espaces verts. Il y a quelqu'un qui a dit, quand les plantes commencent à devenir jaunes, les gens font des remarques, genre c'est pas beau, ou c'est pas assez vert, ou c'est pas machin. C'est-à-dire qu'en plein été, quand la nature est jaune de partout, quand tu passes dans les champs de blé, c'est doré, c'est qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est quand même une vue fascinante, tu vois. Même toutes les plantes qui sèchent, qui commencent à faire leurs fruits, dont les fruits commencent à se déshydrater pour que les graines se sèment au moment opportun et préparé pendant des dizaines ou des centaines de millions d'années, tu vois. Et ben les gens trouvent ça moche. Bon. Quelqu'un d'autre a dit dans cette formation que quand ils sont rentrés quand cette personne est rentrée aux espaces verts, on lui a dit que c'était les espaces verts, c'était pas les espaces fleuris. Voilà. C'est dire la mentalité du truc. Gris, les bâtiments gris et le sol vert et le ciel bleu. Voilà. Donc l'urbaniculture, ça commence par les besoins primaux, quoi. Commencer à s'intéresser par la base avant de vouloir faire de l'esthétique non fonctionnelle, ça n'a pas de sens. Ça consomme de l'énergie pour rien, c'est de la séduction. C'est quand tu te montres pas tel que tu es, tant que tu ne te révèles pas dans ta belle productivité, ce qui te construit et ce qui t'intéresse. Voilà, alors la ville, cet environnement stérile. Bon, continuons cet ID dropping. Connexion entre espaces de verdure. Ah ouais, ça, je pense que c'est... Je sais pas si c'est mon idée ou pas. Mais il faudrait faire un corridor écologique qui irait de l'est à l'ouest, entre mon parc et le parc de Catane, qui est le verger, le jardin que j'ai moi dans le parc en bas de chez moi, que j'ai commencé il y a 3 mois, et ce verger qui apparemment a 4 ans, là, dont j'ai vu le... Voilà, bien sûr, je les connais, mais j'ai vu l'article dans le magazine de Grenoble, voilà. Et c'est vrai que c'est quand même le plus fascinant avec les fruitiers qui poussent, la haie de baies. Enfin, je veux dire, c'est l'application contextualisée des motifs que tu trouves dans tous les livres de permaculture, et c'est beau de voir que ça fonctionne, tu vois, sur effectivement ce sol de gravillon ou après il y avait de la bonne terre à certains endroits, enfin, il y avait des contextes particuliers à chaque endroit, ce qui fait que ça restait à chaque fois un challenge, et c'est toujours une performance, un peu de voir, pas une performance, mais au contraire, finalement c'est possible, c'est pas si compliqué, et on n'a pas besoin de faire des milliers d'investissements d'euros comme ces jardins. Je sais pas si je peux faire de mes vidéos une tribune politique, parce que j'ai pas du tout envie de faire ça, surtout que je crois que j'ai surtout envie de vivre à la campagne, justement pour m'éviter tout ce genre de trucs un peu bizarres. Mais il y a 2 jardins qui ont été conçus avec un budget on pourrait dire un peu élevé si on était justement politiquement correct, mais qui dans un contexte permacole sont juste hallucinants en fait. 40 000 € pour un verger de... Attends, bah voilà, je vais encore aller chercher mes sources. C'est bien ça. Parce que je regarde les vidéos de Missor, je regardais quand il a commencé à faire des faits intéressants avant qu'il devienne Jean-Michel nationaliste, non je sais pas, homme viril, voilà. Et mec, l'homme viril, il est au jardin, il produit de la nourriture pour ses enfants, et puis il se nourrit des motifs de la nature pour philosopher. Et c'est ça l'expression de la vie, je pense, non? Enfin, bon. Je vais chercher mes sources. Donc mes sources. Gremag, juillet-août 2018. Donc là, article verger en émergence, page 51. Ah oui, parce que dans les vidéos de Missor, justement, les gens disent cite tes sources, sinon tu fais un peu le gourou et tout. Et voilà. Donc c'est vrai que après aussi avoir regardé les vidéos Hygiène Mentale, tous ces gens-là qui te vulgarisent comment dire, la zététologie,
et te disent qu'en fait la vulgarisation c'est pas bien. Bon, c'est un peu paradoxal, c'est vrai. Je conseille aussi, désolé hein, en fait je dis désolé parce que j'ai appris qu'il y a des gens dans le village dans lequel je me suis installé qui regardent mes vidéos. Et ça doit pas me perturber et m'empêcher d'être honnête parce qu'en plus là-bas j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... Enfin genre les gens ils me voient comme un original et je veux dire ils s'en battent les couilles quoi, ou ils sont contents même, enfin voilà. Donc la chaîne Anal Génocide qui est une manière un peu sympathique de regarder sur YouTube, hein, attention, il n'y a rien de pornographique là-dedans, c'est très sain d'esprit, c'est un peu... Donc là je cite... Le Verger Aventure réalise dans le cadre du budget participatif 2016 avec 3500 m² de terre arable pour se déployer en plus d'une zone potagère et d'une mare. Ça a coûté 40 000 €. Est-ce que tu te rends compte, genre 3500 m², 40 000 €. J'ai un ami qui m'a dit la permaculture mobile c'est vraiment un truc de bobo quoi. Il faut que ça soit joli, il faut que ça soit mignon, il faut que ça... Des fois j'ai juste envie, tu sais, t'as envie de laisser pousser les trucs quoi, enfin genre j'allais dire de tout casser machin, mais non, mais juste arrêter d'entretenir ça, tu vois, de laisser les ronces reprendre et ça sera toujours dans un meilleur état que cette ville qui fonctionne pas, tu vois, enfin qui fonctionne mal parce que y a trop d'intermédiaires, parce que les gens n'ont pas le pouvoir et donc pas de responsabilité. Infantilisation, là je te fais du keyword dropping, je te mets des mots-clés parce que les phrases ne servent plus à rien. Voilà. Autre truc, 800 m², Jean Perrot. J'ai entendu 25 000 €. Est-ce que tu te rends compte de ce scandale, tu vois? Donc moi, là j'ai rendez-vous Enfin j'ai pas rendez-vous, mais le mec des espaces verts revient fin juillet, le 25 je crois. Et donc là on est censé se rencontrer du coup pour le jardin qui est en bas de chez moi et pour le deuxième jardin que j'ai demandé. Je sais pas si tu te souviens du schéma là que j'avais en fond. Attends, je vais chercher. Parce que récemment j'ai reçu une lettre de la ville qui me confirmait la réception de ce projet. Que c'était pas validé mais que ça allait effectivement être étudié dans les plus brefs délais par voilà, les gens en charge. Donc j'ai eu le mail de cet employé de la mairie chargé je sais pas trop, des trucs collaboratifs machin, qui m'a déjà contacté du coup pour le jardin en bas et qui m'a envoyé un mail pour me confirmer qu'il avait reçu aussi ce projet. Donc on va se rencontrer. Mais ça, moi, ce projet, tu vois, ça peut prendre peut-être 1000, 3000, ça peut prendre tout le parc à terme. Moi, mon investissement là-dedans, ça va être 100 €, tu vois. Non, j'abuse, ça va être 1000 €. Et si c'est la mairie qui paye, en plus, c'est génial, quoi. Même 2000 pour des fruitiers, des baissières, tu vois. Donc, ça commence humble, en fait, c'est une spirale qui va s'étendre avec le temps. Il y a 3 ou 5 chemins, j'ai pas encore décidé. Ça dépendra aussi s'il y a des gens qui veulent faire ce projet, hein. C'est aussi, si toi tu veux participer, moi je possède pas la chose, hein. Je possède pas la chose. C'est à tout le monde et ça devrait être à tout le monde, ça devrait pas être à personne. Donc voilà, ça commence au milieu, on plante 3 trucs autour des chemins. Autour des chemins, je veux dire, on met des zones très productives, des jardins qu'on peut facilement entretenir. Aujourd'hui, c'est la journée design. Je vais aussi te montrer l'explication de ce que je t'ai montré hier, concrètement dans le jardin de la rivière, c'est-à-dire mes zones semi-sauvages. Mes zones avec un accès tout autour et au milieu des choses qui se décomposent, et que je pratique aussi à Grenoble. Si j'ai pas la flemme de faire une vidéo dehors, j'irai juste à la fin, ce soir peut-être, te montrer l'état de mon potager, pour te montrer que ça, en fait, c'est un motif que je peux appliquer à la fois dans mes jardins urbains et mes jardins ruraux, voire pionniers dans le sens, pas pionnier, je suis pas le premier à faire ça, mais pionnier dans son sens écosystémique, je sais pas comment dire, à la frontière de l'inerte,
là, pas l'inerte, mais de l'inciviliser, du non-intégré en fait. Mon but c'est pas de civiliser en fait, c'est plutôt de m'intégrer en fait, de m'apporter, d'anthropiser, mais de manière intégrée. C'est pas de changer pour que l'environnement s'adapte à moi, c'est moi qui m'adapte à l'environnement, c'est ça qui est fascinant. C'est ça en fait, c'est ça qui occupe l'esprit. Quelqu'un m'a dit un jour, je veux pas faire un excès enfin ça me met un peu mal à l'aise de citer ça, mais quelqu'un m'a dit, je pense que tu es intelligent mais tu sais pas comment l'utiliser. Et du coup c'est vrai que je crois que je manquais un peu de son intérêt et de me focaliser sur du design comme ça, c'est vachement intéressant. Et du coup si t'as l'impression que tu sais pas quoi faire, ben des fois t'as des trucs à designer, que ce soit une maison, que ce soit un autre projet de je sais pas, d'artisanat, peu importe, mais t'as peut-être des choses à designer dans ta vie, tu vois. Il suffit juste peut-être d'investir un peu de temps pour te documenter et rencontrer des gens qui te renvoient cette motivation, tu vois. Et là, je suis content de voir qu'en ville, à la campagne, justement, il y a beaucoup plus répondant de motivation. Les choses, j'ai l'impression qu'elles peuvent se produire bien plus vite, tu vois. Ici, il y a une telle inertie. Pour moi qui suis ce petit cheval fougueux, je peux pas, là, cet environnement, tu vois. J'ai fait cette demande, là, il y a 2 mois, quoi. Non, un mois. Plus d'1 mois, en tout cas. Et je le rencontre dans... Ouais, c'est ça, en fait, il y a 2 mois, un intervalle de 2 mois. L'important, c'est que ça soit validé avant l'automne, histoire que je puisse planter justement ces engrais verts au début. 1 000 €, c'est quoi? C'est des baissières, donc ça, c'est les en vert sombre, vert empire. Ça, c'est des trucs plutôt périns qu'on n'entretient pas trop, donc c'est à la frontière avec la zone de décomposition, peut-être de paillage, tu vois, ça c'est plutôt la fuococa peut-être, genre au milieu des céréales. Les céréales qui poussent l'hiver, qui paillent l'été, pendant qu'il y a quoi, du soja qui pousse. Ouais, c'est pas mal du soja, voilà. Et donc, plus on récolte chaque année, plus on fait des boutures comment dire, d'arbustes à baies, plus on sème d'engrais verts et qu'on récolte des graines, plus on fait pareil avec les céréales et les légumineuses avec lesquelles on intercale, et puis après on peut même mettre des arbres fruitiers quand ça commencera à être un peu plus large et qu'on aura un peu plus de budget, ou qu'on aura mangé beaucoup de fruits l'été parce qu'on s'est régalé au verger essentiel ou au verger aventure, tu vois. Bref, là ça fera plein de nouvelles semences à semer dans les nouveaux jardins qui vont se créer de partout. Donc maintenant voilà, faut que je te montre le design des zones semi-sauvages. À côté de mon projet, de mon manuscrit, qui avance raisonnablement bien, en moyenne 2 chapitres de 2 pages par jour, soit 4 pages en gros, ça avance vraiment bien, tu vois. Je suis sur un bon flow finalement, quand on n'est pas effectivement... En fait, la ville, ça casse les couilles, vraiment, je te promets, il faut que tu t'en rendes compte, c'est un truc de ouf. C'est trop de perturbations, c'est pas humain, c'est pas singe, tu vois. Bon, donc à côté de ce manuscrit, cette fois-ci, j'ai pensé emporter, et je te l'ai montré là pour le Suncatcher, l'autre feuillet qui s'appelle Permadesign Terrain. Terrain 1. Tu te rappelles? Voilà. Ça, c'est la vidéo 3, qui s'appelle Renoncement, et qui n'est pas le renoncement de mes projets. Bon, attends, je vais feuilleter. Voilà deux planches de design. Donc là, c'est les zones, enfin les planches de culture un peu organisme. Dans l'organisme, c'est la zone où tu as plusieurs planches. Voilà. Comme mon jardin de la rivière, par exemple, c'est un organisme. Le jardin qui est en bas de chez moi, c'est un organisme. Le verger essentiel, c'est un organisme. Le nouveau jardin avec le Suncatcher, c'est un organisme qui est composé ensuite de peut-être plusieurs sous-motifs dans lesquels il y a, à un certain niveau atomique, on va dire, des planches de culture. Voilà, il y a nécessairement un niveau des planches de culture. Sinon, tu marches dessus. Sinon, voilà, c'est pas, tu peux pas circuler sans créer des chemins. Et en fait, les chemins, ils vont forcément créer des boucles, ils vont se croiser en fait. Ça forme des frontières entre les zones, ça les délimite, et donc ça crée des planches de culture.
dans lesquels en fait tu vas favoriser la grattation en mettant des petites buttes ou des trucs comme ça. Le prochain jour de pluie, je te parle un peu plus en théorie voilà, des planches de culture organique. Donc tu vois, là il y a la partie décomposition au milieu, la partie peu utilisée au centre, là à la frontière, les trucs qui sont pas utilisés trop souvent, et puis au contact du chemin, les choses là en exploitation maximale. Autre chose dont je te parlerai, quand là je me serai documenté, ça sera la prochaine fois que je trouverai une bibliothèque ouverte, c'est sur les biorégions. Les biorégions, ce qui sont basées selon moi sur les motifs des convergences des villes sur des axes, que ce soit des axes fluviaux, rivières, etc., ou simplement des axes, on va dire pas culturels, mais qui sont créés avec le temps et qui sont renforcés avec les générations, voilà. Et en fait, tu remarques aussi que ça crée des zones entre les chemins et que là, j'ai employé un pattern qui est dans le livre A Pattern Language, qui est dans les tout premiers. Je l'ai pas sur moi en fait. Ah si, mais si, putain, je fais que du sourcing aujourd'hui. Bon, je suis désolé, le support est absolument affreux. Donc j'ai trouvé le PDF de A Pattern Language de Christophe Alexander sur internet très facilement. Et là, pour les biorégions, c'est en fait interrelié, je pense, avec sa partie Independent Regions, qui est le premier pattern du bouquin, qui est là un peu plus lié, non pas simplement à bien sûr la biorégion, ça inclut le culturel, mais moi là je pense que c'est plus principalement culturel orienté, plus décomposé avec... là moi je fais le regroupement avec plus l'aspect permaculture et l'aspect vraiment biorégion, c'est sur les convergences notamment de fleuves, donc sur les bassins versants qui délimiteraient des biorégions. Donc le pattern que je voulais te montrer, c'est en fait le deuxième pattern, voilà, tu vois comme quoi c'est du motif au détail. Et ce deuxième motif, c'est la distribution des villes. J'ai la flemme de faire l'accent anglais là. Qui montre qu'en fait il faut une grande ville, quelques moyennes villes, plusieurs petites villes, et ensuite plein de petits villages jusqu'à arriver au niveau pionnier, c'est-à-dire mon interprétation, ce dont je donne mon interprétation avec cette série et mon terrain. Je prétends pas faire comme il faut ou quoi que ce soit, c'est mon interprétation de moi qui me met à la frontière entre l'anthropisé, même si c'est du rural et du très très peu dense, et avec la nature ensauvagée, parce que je pense qu'à une certaine époque c'était plus entretenu quand il y avait des gens dans les champs et des gens, je sais pas vraiment comment c'était avant, il faut que je m'intéresse bien, que je maximise là ce que j'ai fait hier. J'ai discuté avec quelques personnes pas assez parce que je suis un peu hésitant, un peu timide on va dire à m'imposer dans le truc, tu vois, de ces gens qui se connaissent depuis longtemps, mais il y a 2-3 personnes qui m'ont donné voire plus, j'abuse, il y a une dizaine de personnes qui m'ont donné une dizaine d'idées chacun, de choses, de pistes à explorer comme là sur YouTube avec les commentaires. C'est une fois merci Corinne, là j'ai vu ton commentaire ce matin. Par contre, il faut que je t'apprenne un peu la communication non violente. Histoire que, tu vois, je me prenne pas un peu... Mais après, ça, c'est moi aussi qui l'interprète comme ça. Il est important de rester objectif à la fois à celui qui parle et celui qui reçoit. Bref. Mais en tout cas, tes idées sont très intéressantes. Voilà. Je vais finir sur... Ah oui, et donc ce motif distribution des villes, tu vois, j'essaie de le reproduire et de le traduire. En fait, les deux premiers motifs de A Pattern Language, je pense qu'ils fit bien dans biorégion et la distribution des villes comme ça, à la convergence des axes. Voilà. Je sais plus du tout, j'étais en train de te faire des fun facts sur Grenoble. À la base, est-ce que j'ai fini ? Non, j'ai pas fini. Ensuite, je suis allé chercher les trucs sur les vergers. Voilà, je te fais un résumé de la vidéo et puis comme ça, on va pouvoir rapidement, c'est une blague, conclure.
Donc, connexion des espaces de verdure, donc je pensais effectivement qu'on pouvait relier ce verger essentiel et mon futur... Enfin, je dis mon, mais encore une fois, c'est pas ma possession, c'est pas moi qui détiens les clés, c'est juste que pour l'instant c'est moi qui l'entretiens avec quelqu'un d'autre, donc oui, c'est un peu mon jardin, mais j'ai qu'une hâte, c'est que d'autres s'en occupent et que je puisse passer à d'autres... non, j'abuse, franchement c'est intéressant de voir aussi comment ça se développe, mais bien sûr c'est extrêmement limité dans l'espace urbain pour l'instant, tant que en plus c'est un truc ouvert sur le monde. On verra pour installer des jardins dans des entreprises ou chez des particuliers plus tard. Pour l'instant c'est la campagne, faire ses premières armes dans le plus complexe que tu peux trouver dans ta région, c'est-à-dire pour moi ça va être mon terrain quoi. Quand c'est vrai, quand tu fais de la riz sur de la pierre, des trucs comme ça. Après là je cultive à Grenoble, tu verras, enfin c'est bateau, enfin le sarrasin il fait presque 1 mètre, non j'ai vu presque, non, 80 cm, genre il y a du trèfle, c'est vert, on est en plein été, c'est vert, là-bas c'est vert aussi à Aspres, mais si tu veux, la végétation elle fait cette hauteur parce que le sol il fait cette hauteur, bon, s'il y a des plantes, hein, sur les plantes c'est jaune, je dis à Aspres, c'est à Saint-Pierre, enfin c'est à Saint-Martin d'Argenson pour être précis. Putain, mais il faut que j'arrête de... Je vais peut-être couper cette partie de la vidéo. Enfin, de toute façon, tout le monde est au courant, en fait. Genre, même les villageois le savent. Alors, bon. Une autre des idées, voilà, on était dans l'ID dropping à propos de Grenoble. La redécouverte des canaux. Je sais pas ce que je veux dire par canal. Ah, si. Non, alors ça, c'est par rapport à une autre lecture que j'ai eue. Là, je pense pas que j'arriverai à te citer. Mais il y a une ville... Ah si, à Mexico, c'est dans le dessous des cartes sur Mexico, ou un documentaire relatif à ça, il parle de comment en fait Mexico a été asséché. À la base, il y avait beaucoup de canaux, c'était des Chihuampa ou des trucs comme ça, des Chinampa. Mais là, va checker parce que c'est dropping à fond. Et ensuite, quand les colons sont arrivés, ils ont voulu un peu poldériser comme aux Pays-Bas, c'est-à-dire assécher les marais, même comme à Grenoble en fait. Et c'est aussi pour ça que c'est une ville à problème, quoi, je pense, non? Donc ils ont coupé les canaux à la racine, ils les ont déviés, ils les font passer sous terre. Du coup, pas d'évaporation. Donc sans doute les mêmes problèmes de chaleur, c'est ça que je voulais dire, mais c'était théorique. Est-ce que c'est un motif? Si Mexico ça fonctionne comme ça, c'est bien qu'il y a un motif un peu sous-jacent derrière, tu vois, à checker. Et donc il y avait un projet qui disait peut-être qu'on pourrait remettre à nu les canaux, c'est-à-dire les replanter peut-être même, je sais pas, ça c'est une idée intéressante. Et là à Grenoble, moi je vois toutes les parties et les digues là, ok, c'est pas parce qu'il y a une digue parce qu'il y a aussi une autre crue qui arrive toutes les 30 ans qui est assez importante. Il y a une crue qui arrive toutes les 30 ans, donc c'est-à-dire que sur 30 ans tu cultives pas. Tu sais pas comment ça arrive, ok, mais bon, au moins que tu fasses des trucs, justement, des champs dans lesquels ça s'échappe et ça se stocke. Enfin, il y a toujours des gens qui vont pas produire à un endroit, ça c'est sûr. Mais à la place, ils vont retenir l'eau vachement longtemps et puis ils vont avoir des sédiments, ce qui fait que les années prochaines, ils vont en bénéficier à fond. C'est le même principe peut-être que sur les crues du Nil, à la différence près que sur les crues du Nil. Alors là, je t'invite à consulter en fait, je crois les premiers chapitres de Agriculture singulière, un livre fascinant. Dont j'ai entendu parler par la deuxième vidéo de bibliographie de Damien Descazes. Peut-être que là je suis en train de faire ma bibliographie aussi, c'est intéressant. Voilà. Donc redécouvrir les berges de l'Isère, du Drac, etc. Remettre des jardins, tu vois, on pourrait mettre des barges. Comme ça, quand il y a des crues, ça monte quand même, c'est sur des bateaux, mais les racines elles sont dans l'eau. Et ça ferait pas des péniches, mais des péniches à ras l'eau, juste pour la culture. Et pour aussi le filtrage des crues, parce que s'il y a beaucoup de racines, des trucs comme ça, ça va aussi bloquer les sédiments. Les sédiments vont être accumulés dans ces plantes marines, et peut-être qu'à terme, ça va stocker, ça va créer des, je sais pas, comme des marais. En fait, peut-être qu'on peut refaire de la région, de la vallée, du Y en Y, grenoblois, et en refaire un truc avec des marais sans que ça soit plein de chikungunya, tu vois. Bref. Donc, dans ce livre aussi, je crois qu'on parlait d'un document biodiversité et entreprise du MEDEF. Alors,
pacte pour une politique alimentaire urbaine. En fait, ça, je crois qu'il faut que il faut que je tape ça dans Google. En gros, c'est ça que je me suis dit pour le futur. Par rapport au climat océanique et tempéré, si t'es arrivé jusqu'à là, il y a en fait une bibliographie que je suis pas allé constater par moi-même de Guilhem 2013, dont l'ouvrage est Grenoble, un climat à part. Et aussi une autre source, UICN, Comité français, septembre 2013, Panorama des services écologiques, volume 2-3, écosystème urbain. Voilà, je sais pas trop ce que c'était. Voilà, donc un peu de recherche, un peu de design, un peu de trucs comme ça, et ben en fait, mine de rien, ça fait vachement avancer les idées. Ça aide aussi à bien donner une vision à long terme. Et sans vision à long terme, il n'y a pas vraiment de motivation à court terme. Tu vois, c'est parce que j'inscris tout ça dans un projet large, global, je perds pas de vue l'idée que... Ah, c'est énorme, parce que derrière, il y a les deux trucs, vraiment ça. Je perds pas qu'à moyen terme, enfin à long terme pour un humain, c'est Grenoble, la jungle, tout ça là. Tout ça, ça va être une forêt comestible. Et à terme, pour que tout ne fasse plus qu'un. Bon, voilà, ça c'était... Je peux bien glisser une petite tartine de croyance, comme ça, voilà, ça fait pas de mal à personne. Bon, ça fait pas de mal à personne, mais c'est horrible ce que je dis. Bon, je vais me flageller un peu, et puis... je te souhaite une bonne digestion de toutes ces informations.